politique de cette matinée. C'est la campagne qui décidément s'accélère pour Emmanuel Macron. Après son alliance très commentée avec François Bayrou, il dévoile son programme économique. Baisse du nombre des fonctionnaires, plan d'investissement, des économies et aussi des propositions nouvelles sur les impôts. Décryptage avec Magali Boissin et Philippe Turpot. Un programme économique attendu depuis des mois. Et c'est d'abord sur la question des impôts qu'Emmanuel Macron fait une annonce surprise ce matin. Qu'est-ce qui est injuste? C'est la taxe d'habitation. Je prendrai une mesure pour l'ensemble des ménages modestes et de classe moyenne qui représentent 10 milliards d'euros. En clair, dès 2019, 4 foyers sur 5 ne paieraient plus la taxe d'habitation. En revanche, la CSG devrait augmenter. Seuls les retraités modestes seraient épargnés. Au cœur aussi du programme, un important plan d'économie. 60 milliards d'euros à réaliser sur le quinquennat, grâce à de nouveaux efforts sur l'assurance maladie, une réforme de l'assurance chômage et toujours des économies dans les collectivités locales et l'État. De la rigueur, mais aussi de la relance, avec 50 milliards d'euros d'investissement public pour soutenir la croissance. Sur les fonctionnaires, Emmanuel Macron veut réduire les effectifs. 120 000 postes de moins en 5 ans. Mais un secteur préservé, aucun emploi supprimé dans la fonction publique hospitalière. Le statut des fonctionnaires serait aussi modernisé et le jour de carence rétabli en cas d'arrêt maladie. Un programme économique qu'Emmanuel Macron oppose à celui de ses concurrents. Contrairement à François Fillon, dit-il ce matin dans Les Échos, « Je ne crois pas dans la purge ». Selon François Langlais, l'ancien ministre de l'économie ne renie pas son héritage. Je dirais que c'est un programme social-démocrate, c'est-à-dire plutôt un programme de gauche, de centre-gauche en fait, plus que de centre-droit. Et de ce point de vue, il me semble se situer vraiment dans le sillage, dans l'héritage du quinquennat Hollande. C'est un programme Hollande qui aurait dit son nom. Le candidat fait aussi de l'emploi sa priorité, avec la promesse d'un taux de chômage à 7% à la fin du quinquennat. Oui, et à peine annoncé, ce programme de l'ancien ministre de l'économie a suscité beaucoup de réactions et de critiques. En voici quelques-unes. On voit bien que Emmanuel Macron est soutenu par des intérêts privés, des lobbies économiques, des grandes sociétés du CAC 40 qui ont intérêt à vouloir avaler des services publics. Alors il le fait de manière moins caricaturale, moins brutale et moins massive que François Fillon, ça je le reconnais, je veux être juste dans ma critique, mais c'est une autre manière de concevoir un programme de droite. Ça me fait penser au programme économique de François Hollande en 2012, à peu près les mêmes promesses, ça n'est pas financé du tout. C'est très vague, c'est très flou et ça ne permet pas de le financer alors qu'il y a beaucoup de dépenses. Il n'y a rien pour aider les entreprises, poursuivre la baisse des charges qui pèsent sur le travail. Il n'y a rien sur le temps de travail. C'est vraiment un programme d'illusionniste qui ne tient absolument pas compte de la gravité extrême de la situation économique de notre pays. Oui, voilà pour ces réactions au programme économique d'Emmanuel Macron. Ce vendredi, on retiendra aussi la réponse de Benoît Hamon à Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise a proposé hier soir sur notre antenne dans l'émission politique une rencontre aux socialistes, dimanche ou lundi. Eh bien, Benoît Hamon accepte, il l'a dit ce matin sur notre antenne aussi. Évidemment que je suis prêt à discuter avec Jean-Luc Mélenchon. Je lui dis que j'accepte volontiers sa proposition, que je lui propose même que nous ayons une discussion à quelques-uns, dont Yannick Jadot, pour voir dans quelles conditions la gauche peut se rassembler. Voilà, et à ce jour, tenez-vous bien, près de 80 candidats sont déclarés pour la prochaine présidentielle. Bien sûr, tous n'iront pas jusqu'au bout. Il faut 500 signatures d'élus. La procédure commence demain. La course au parrainage est donc lancée. Et c'est difficile quand on n'est pas parmi les favoris. 6 petits candidats, dont Philippe Poutou du NPA, dénoncent le verrou des grands partis. Sur le terrain, à chacun sa technique. Manuel Tissier avec Lise Itro et Maya Boyer. À travers toute la France, la quête des petits candidats s'accélère. Je cherche Saint-Marcel du Périgord, voilà, c'est là. Donc c'est la route Pressignac. Les militants sillonnent la campagne pour obtenir la signature des maires. En Dordogne, Jacques Rimbaud roule pour Philippe Poutou, candidat d'extrême gauche. Chaque jour au volant depuis 7 mois. J'en suis à 8-9 000 km et j'ai 4 promesses. Au bout des petites routes, des villages de quelques dizaines d'habitants. Je crois que j'ai changé les horaires. Oh merde! Jacques Rimbaud ne prend jamais rendez-vous. Il préfère le contact direct, mais il y a des surprises. Oh
Terrible. Porte fermée, la quête continue. Mairie, voilà. Hop. Un peu plus loin, il y a un interlocuteur, mais ce n'est pas le maire. C'est pour Philippe Poutou, le candidat ouvrier, le seul ouvrier à cette campagne électorale. Et quand par chance un autre élu ouvre les portes de son bureau, les raisons du refus sont parfois très claires. Je suis engagé dans la candidature Mélenchon, je ne veux pas mettre de désordre là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Dans le meilleur des cas, ce ne seront que des promesses de parrainage, mais des promesses qui font rêver. Quand un maire signe, dit merci, je suis content, mais je me retiens parce qu'on ne va pas paraître pour des... Mais c'est vrai qu'il y a des explosions de joie qui... La recherche est si compliquée que Philippe Poutou s'est mis en scène dans cette vidéo parodique. Tu vas signer là, hein? Tu vas signer. Tu vas signer. Il manquerait à Philippe Poutou aujourd'hui une centaine de signatures. Jean Lassalle, lui aussi, rêve de s'aligner dans la course à l'Élysée. Ah, bonjour ma chère. Il vient d'installer son quartier général à Paris. Petit local, petite équipe, et c'est lui-même qui décroche son téléphone pour convaincre les indécis. Monsieur le maire. Bon, alors tu en es où? Au-delà de tous les partis, même si mon cœur est à gauche, je te donnerai mon parrainage. Voilà. Yes. Jean Lassalle, maire dans les Pyrénées-Atlantiques, déplore la difficulté de cette course effrénée au parrainage. Pour lui, c'est un devoir démocratique. Moi, j'ai parrainé 2 fois Arlette Laguiller. Je ne votais pas pourtant pour elle. C'est pas parce que je la parrainais que je la soutenais, mais je lui donnais la possibilité de s'exprimer. Près de 80 candidats vont encore tenter de décrocher les 500 parrainages. Date limite, le 17 mars. À l'étranger, maintenant, la bataille de Mossoul fait. Du jour, c'est que Marine Le Pen défie l'autorité judiciaire. On apprend qu'elle ne s'est pas rendue à une convocation de la police dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National au Parlement européen. La candidate fait savoir qu'elle ne répondra à aucune autre avant la fin de la présidentielle. Anne-Charlotte Iné. C'était une convocation pour une audition libre. Marine Le Pen invitée à se rendre mercredi dernier dans ses locaux pour être interrogée par les enquêteurs en charge de l'affaire des assistants parlementaires. Refus net de la présidente du FN, ce rendez-vous avec la justice, elle ne s'y rendra jamais. Ce jour-là, son agenda était rempli. Une visite à la prison de Meaux devant les caméras. Pourtant, ce n'est pas une question d'emploi du temps, mais bien une question de principe qui a motivé son refus. Il existe un usage républicain qui veut que durant les grands rendez-vous démocratiques et électoraux, il y ait une trêve judiciaire. Elle a indiqué qu'elle ne répondrait pas dans ce dossier durant tout le processus de la campagne. Ce mercredi 22 février à Nanterre, c'est Thierry Légier, son garde du corps, et Catherine Griset, sa chef de cabinet, qui eux ont été placés en garde à vue, soupçonnés d'avoir été rémunérés par le Parlement européen pour un emploi en réalité effectué pour le parti. Lui est ressorti libre dans la soirée. Sa chef de cabinet, elle, a été mise en examen pour recel d'abus de confiance. Et devant le QG de campagne de Marine Le Pen, nous attend Maryse Burgot. Maryse, c'est une posture qui interpelle en pleine campagne. Alors comment se justifie la présidente du Front National ? Eh bien, c'est simple, Marine Le Pen considère que la justice est instrumentalisée, qu'elle n'est pas neutre, que les juges feraient en fait tout pour l'empêcher de faire campagne sereinement. Ses avocats estiment même qu'il y aurait eu une précipitation dans l'enquête à 2 mois de la présidentielle. Et c'est pour ça que Marine Le Pen demande donc une trêve judiciaire jusqu'à cette échéance. Mais vous savez, quand on demande à ses proches si ce n'est pas un peu bizarre et si c'est pas tellement citoyen pour elle de ne pas se rendre à une convocation des enquêteurs, eh bien, il rétorque que cette justice-là n'est de toute façon pas impartiale. Et puis, on ajoute que Marine Le Pen jouit de l'immunité parlementaire puisqu'elle est députée européenne. Et pour lever cette immunité, eh bien, cela prendrait plusieurs mois de procédure. Merci Maryse Burgot pour ces précisions. On fera ce soir les chiffres du chômage pour le mois de janvier. On scrutera notamment les seniors pour qui les chiffres, on le sait, restent à la hausse, à la différence des jeunes. C'est compliqué quand on a plus de 50 ans de retrouver un emploi. Compliqué, mais pas impossible. Regardez comment certains s'y prennent avec Tiffaine de Tricornouf et Régis Maté. Gare Montparnasse à Paris. Derrière ce comptoir, 2 seniors, 70 ans d'expérience professionnelle à eux deux. Et une nouvelle aventure, la restauration rapide.
Christophe Deganet, 55 ans, vient de signer son contrat après plusieurs mois de chômage.